Bienvenue à Famille sans tabou, l'émission qui traite de parentalité, de couple, de développement personnel, de sexualité et bien d'autres sujets, sans en éluder les questions importantes. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très sérieux, voire très sensible. Il s'agit des abus. Pour cela, nous faisons appel à un spécialiste de la santé, un professionnel. Il s'agit d'Alain Charpillot. Bonjour. Bonjour. Alain, tu es responsable du centre de relations d'aide Horizon 9 à Genève. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, on reçoit sur rendez-vous les personnes individuelles, de couple ou de famille, pour aider les personnes qui se posent des questions sur ce qu'elles sont en train de vivre sur le moment. D'accord. Donc, tu as sûrement été en contact avec des personnes qui étaient en situation d'abus. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que tu viens en parler aujourd'hui. Oui. Quand on parle d'abus et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quoi exactement? Alors, on ne va pas parler des abus de substances, parce qu'on parle aussi d'abus de substances quand on abuse des médicaments ou de l'alcool ou d'autres choses. On va parler des abus au niveau relationnel. Donc, pas les abus qu'on s'inflige, mais les abus que d'autres personnes nous infligent, qu'on subit. Qu'on subit et peut-être qu'on se laisse aussi subir et que inconsciemment on s'abuse soi-même. Est-ce que ça veut dire que on est responsable des abus qu'on subit? Non, on est innocent face à des abus qu'on subit. Peut-être parce qu'on a aussi été dans un contexte de vie ou de famille abusive et on ne sait pas comment faire autrement. Et on va continuer à rencontrer des gens qui sont abusifs et qui vont nous abuser. Donc, on rentre direct dans le vif du sujet. On le dit clairement, haut et fort, quand on subit un abus, on n'est pas responsable. On n'est pas responsable, on est innocent. Très bien, ça il faut le dire Oui, dès le c'est départ. important. Tout à fait. Est-ce que tu peux citer peut-être les différents types d'abus qui existent dans ce cadre-là? Alors dans ce cadre-là, oui, et on ira peut-être après plus en détail, les abus physiques, abus psychologiques, abus sexuels et abus spirituels. Spirituel, Oui, intéressant. Donc on est plus habitué aux trois premiers. tout à fait. Celui-là est peut-être un peu plus méconnu. Tout à fait. Alors à quoi ça correspond chacun d'entre eux? Voilà. Alors, déjà, dans une définition globale au niveau de l'abus, moi ce que je dirais, peut-être je vais un petit peu loin, mais pour moi, on abuse de nous du moment où la personne ne nous respecte pas. Et dans l'aspect du respect, il y a le fait qu'on me respecte, que je respecte l'autre, mais que je me respecte aussi moi-même. Trois dimensions. Trois dimensions. Et si je ne me respecte pas moi-même, l'autre ne pourra pas me respecter. Et on va être en lien, malheureusement, avec des personnes qui auront tendance à être des personnes abusives. Et des fois c'est inconscient. C'est totalement inconscient. C'est totalement inconscient. Oui. D'accord. Les personnes qui abusent, c'est pas forcément inconscient. Il y a différents trucs d'abus et notamment, on va peut-être commencer par l'abus psychologique. Il y a des personnes qui vont abuser des autres, soit parce qu'elles ont un tel mal-être qu'elles vont avoir des comportements abusifs comme la manipulation, ou des personnes qui le font volontairement parce qu'elles aiment prendre le pouvoir sur l'autre. Que ce soit conscient ou pas, on est d'accord, le problème, il réside dans la personne qui abuse. Oui, tout à fait. Après, alors on parlera après peut-être de l'accompagnement des personnes qui sont abusées. Mais alors au niveau psychologique, pour rester dans l'abus psychologique, qu'est-ce qu'un abus psychologique? Déjà, quand on a des paroles qui rabaissent une personne. Et on peut avoir peut-être une fois entendu quelqu'un qui nous dit « ouais, mais t'es un imbécile ». Alors quand c'est dit une fois, ça va. Mais quand c'est des choses qui viennent régulièrement, avec des phrases comme ça, mais de toute façon, tu n'y arriveras jamais, des tu choses es nul. qui peuvent paraître, tu n'y arriveras jamais, ça peut paraître anodin. Anodin. Mais c'est abusif. Mais c'est abusif parce que la personne, ça la rabaisse. Dès que ça rabaisse une personne, c'est abus psychologique. Quand on est dans le contrôle, on veut contrôler une personne psychologiquement, alors ça ne se voit pas, mais ça fait autant de dégâts que les autres abus. On parlait de manipulation. La culpabilisation, quand on culpabilise une personne, c'est aussi abusif. Donc ça existe autant dans le couple, malheureusement ça existe dans le couple, avec les enfants. Tout à fait, avec les enfants aussi.
Ça veut dire que dès tout petit, si on n'arrête pas de dire à son enfant, même si ça peut, mais quel imbécile, Ouais. ça peut paraître anodin pour certains, mais l'enfant, lui, va l'entendre. C'est des injonctions comme ça qu'on a entendues, et puis nous, c'est ce qu'on entend. D'ailleurs, les ne pas, ou tout ce qui est négation, c'est ce qu'on retient le plus. Et c'est ça que l'enfant va retenir. Ouais, donc c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer. Tout à fait. On peut être en situation d'abus sur quelqu'un sans tout à fait. Vraiment en être conscient. Tout à fait. Ah, donc ça peut concerner tout le monde. Mais ça, oui. Pas que. Non, parce qu'on se dit, alors, les abus, ça concerne des grands malades qui ont vraiment des problèmes psychologiques. Non, pas forcément. Non. Dès qu'un enfant, ça va amener aussi l'enfant, qui va devenir un adulte, à une mauvaise estime de lui-même. Et à ce moment-là, c'est que c'est une personne, d'une manière ou d'une autre, qui a été abusée. On parlait des abus, notamment alcool. Il y a Cornelia Gauthier qui a écrit un livre, « Sommes-nous tous des abusés ?» où elle va carrément, où elle dit que toutes les personnes qui sont addictes ou qui ont une addiction, qui ont une dépendance, sont des personnes qui ont été abusées d'une manière ou d'une autre. Et le fait qu'une personne n'ait pas été valorisée dans qui elle est, mais plutôt dévalorisée, on abuse psychologiquement une personne. D'accord, donc c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit. Tout à fait. Et il y a un effet aussi, quand une personne est spectatrice de quelqu'un qui est abusé, la personne est aussi abusée à ce moment-là. D'accord. On n'est pas neutre. Non. Si on est témoin, on n'est pas neutre. Ben non, parce qu'on est impuissant. On aimerait bien agir, mais on n'ose pas, on ne peut pas. Et là aussi, on est abusé d'une certaine manière. D'accord. Si on parle de l'abus physique, c'est peut-être un peu plus... On en entend plus souvent parler. Oui, donc les violences faites. Alors, j'ai essayé un peu de regarder quels sont les types d'abus physiques. Aujourd'hui, on parle que même un parent qui aura secoué son enfant, traîné comme ça, c'est de la violence physique, donc abus physique. Il y a tout un débat en France, en tout cas. En Suisse, je ne sais pas comment ça a été traité, mais sur la fessée. Oui. Alors, ça vient aussi en Suisse, où j'avais suivi tout un séminaire où même une fessée ou une claque est considérée comme un abus, voire même aujourd'hui, ça va même beaucoup plus loin, où dès qu'on va contraindre un enfant à devoir finir son assiette, par exemple, aujourd'hui, ça peut être appelé comme abus. Et que l'enfant peut porter... Non, mais on va... Excusez-moi, mais pour moi, on va trop loin. Voilà, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même des déviances par rapport au non, sujet mais c'est impressionnant. Moi-même, je suis scotché. D'accord. Tant que ça va jusque-là. Parce que pour finir, on ne met plus de limite. Parce que ça veut dire mettre une limite, c'est quoi? C'est abusif? Non. Quand c'est pour le bien de l'autre, mais bien sûr, que c'est pas abusif, bien sûr. Voilà. Donc il y a aussi mais les fessiers, certains effectivement le prennent comme quelque chose d'abus, mais un enfant, même si c'est une fessée parce que on ne sait pas comment faire, il peut porter plainte parce qu'on lui donne une fessée. On va jusque-là aujourd'hui. Tout à fait. C'est dans le code législatif maintenant. Tout à fait. Alors après, il y a tout ce qui est les coups quand même donnés. On sait que certains endroits, on donne des fessées ou on donne des coups avec des objets. Et ça dépasse déjà... Ça dépasse un cap qui est inacceptable. Mais en même temps, après, c'est tellement culturel. Je me rappelle d'un ami qui faisait ses stages à la pédiatrie à l'hôpital à Genève, qui venait du Cameroun. Et puis là-bas, c'est normal de taper son enfant, ça va pas. Pour l'éduquer. Pour l'éduquer. Et puis il y avait un enfant qui était venu en pédiatrie du Cameroun justement, que le père avait frappé. Mais il a laissé son collègue s'en occuper. Parce que même s'il n'est pas d'accord avec ça, lui, connaissant l'aspect culturel, il n'y est pas allé. Mais il y a l'abus physique, c'est pas culturel. On parle de la fessée, mais il y a des cas, bien sûr. Mais un abus physique va automatiquement laisser des traces. Donc c'est quelque chose, des traces physiques, mais ça amène aussi des traces psychologiques, automatiquement. Toi qui rencontres des personnes dans le cadre de la relation d'aide, il y en a beaucoup? Parce des fois, on cite des statistiques qui ont l'air effrayantes entre couples, essentiellement sur les femmes, mais sur les hommes aussi, c'est qu'il y a des abus physiques. Oui, alors il y en a beaucoup, il y en a énormément. Aujourd'hui, heureusement, on dénonce un peu
tous ces abus. Et il n'y a pas seulement les hommes, pas seulement les femmes, mais aussi les hommes qui sont abusés. Mais c'est dès qu'on prend le pouvoir sur une personne et qu'elle n'est pas respectée. Et l'abus physique, donc c'est les coups, c'est les gifles, c'est quand on traîne une personne. Il y a des enfants qui sont traînés comme ça, qu'on prend même par l'oreille ou par les cheveux, qu'on tire comme ça. Ça, c'est de la violence physique. Bien sûr. Abus sexuels. Alors, ça, abus sexuels, bien sûr, au niveau des abus sexuels, au niveau des adultes, quand il y a... Aujourd'hui, on parle même des abus quand il y a des paroles un peu peut-être osées. Ça va peut-être aussi un peu trop loin parce qu'aujourd'hui, même si on dit à une femme qu'elle est bien habillée puis qu'on la trouve jolie, il y en a des personnes qui vont même dire ça que c'est déjà de l'abus. Mais comme tout, c'est le balancier. On est trop d'un côté, on va aller trop de l'autre, comme pour beaucoup de sujets. Mais c'est dès qu'il y a une contrainte au niveau sexuel et qu'une personne elle a dit non ou qu'elle veut pas. Et pour un enfant aussi. On parle beaucoup d'abus au niveau des femmes. Il faut savoir qu'il y a aussi des hommes qui sont abusés sexuellement. Et par rapport aux enfants, un abus, c'est dès que l'enfant n'est pas conscient ou ne peut pas être conscient de ce qui se passe. Pour un enfant, le fait de voir des images pornographiques, c'est déjà un abus. Même un copain, à l'âge de 10 ans, qui montre des images pornographiques à un enfant, c'est déjà abusif au niveau sexuel. C'est un peu terrifiant de s'imaginer tout ça. Il y a une question qui revient. Dans un couple, est-ce que tout est permis? Non. Sexuellement parlant? Non, tout n'est pas permis. La limite s'arrête là où l'autre, ce que l'autre peut accepter ou pas. Si l'autre n'accepte pas quelque chose, on ne peut pas. On ne peut pas aller au-delà de la limite de l'autre. C'est important de le dire. C'est très pas parce important. qu'on est marié ou en couple que l'autre a une envie particulière. Tout à fait. Et qu'on doit accepter. Tout à fait. Et c'est important. Aujourd'hui, le viol dans le couple est reconnu. D'ailleurs, Sonia Grimm, qui raconte des contes pour les enfants, des spectacles, elle a écrit un livre excellent dont elle ne pouvait pas le faire paraître pendant un temps. Maintenant, il semble que oui, mais moi j'ai la liberté d'en parler. C'est Insoumise, où elle parle que son mari, il y a eu au moment où elle s'est rendue compte que c'était un pervers narcissique, a dit non, et elle a été quand même reconnue comme viol dans le couple. Et le viol dans le couple, il existe. On parle beaucoup de pervers narcissiques depuis quelques temps, je trouve. C'est quelque chose qui revient assez souvent dans les journaux. C'est des choses qu'on entend parler, cette expression qui existe, qu'on n'entendait pas forcément il y a quelques années en arrière. On dirait qu'il y a une explosion de pervers narcissiques dans le monde. C'est parce qu'on prend conscience que justement l'abus, c'est pas juste ou sexuel ou physique et que on a pris conscience de ça ces derniers temps et du coup ça met plus en lumière les gens qui sont comme ça Oui, alors après peut-être on en utilise un petit peu trop ce mot-là. C'est facile de dire qu'une personne est perverse narcissique, alors peut-être que c'est l'autre qui est pervers narcissique. Est-ce que tu peux définir en deux, trois mots? Le pervers narcissique, c'est une personne qui va se nourrir du mal qu'il fait à l'autre. Il jouit du mal qu'il fait à l'autre. Ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Donc voilà. Ça lui fait plaisir. Après, il y a des personnes qui sont pervers parce qu'ils ont une manière perverse de dominer sur l'autre. Ça rentre pas forcément dans le pervers narcissique. Il y a ce côté de plaisir, de jouissance. D'accord. On imagine très très bien les dégâts que ça peut faire sur les personnes qui souffrent tous ces types d'abus. Et pourtant, on reste souvent scotché parce qu'on a l'impression que les gens ont du mal à se défaire, se détacher, sortir de cette situation. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Alors, quand on est pris dans un engrenage comme ça d'abus, il y a toujours ce qu'on appelle la résurgence amoureuse. Parce que qu'est-ce qu'on cherche dans une relation? C'est le fait d'être aimé. Et il y a des personnes qui sont plus vulnérables, plus sujettes à tomber en lien avec des personnes qui sont comme ça abusives. On est prédisposé à rencontrer... Prédisposé par exemple, quelqu'un qui a eu un manque affectif. Il va rentrer dans quelqu'un qui lui fait tout un tableau. Il y a des gens, ils sont champions pour charmer, pour mettre en avant la personne, pour dire mais qu'est-ce que tu es magnifique. Et puis une fois que la personne elle est mariée, pouf, c'est l'inverse.
Et ça, c'est des choses qui arrivent, hein, où il y a les préliminaires, il y a les fiançailles, et tout a l'air magnifique. Et au moment où le mariage est fait, eh bien, c'est l'horreur à la maison. Quelle tristesse. Ouais. Et ça se vit beaucoup plus que ce qu'on pense. Je crois. Tout à fait. Et si je reviens au niveau des abus sexuels, dans le couple, dès que la femme n'est pas respectée dans ce qu'elle a envie ou pas, ou l'homme, hein, parce qu'il y a aussi l'inverse. Hein. Et moi, c'est une des choses qui m'avait surpris. Peut-être qu'une fois, la sexualité, ça pourrait aussi être un sujet à aborder. On prend note. Mais moi, je croyais toujours que c'était les hommes qui étaient toujours demandeurs et les femmes beaucoup moins. Ben non, on trouve autant d'un côté que de l'autre. En tout cas, moi, dans le suivi que j'ai eu, où les femmes sont hyper demandeuses et l'homme beaucoup moins. C'est vrai qu'on a l'idée de... Mais oui, et les hommes peuvent aussi être abusés sexuellement. Et pourquoi donc les gens n'arrivent pas à sortir de cet engrenage? Alors, il y a un cercle qui se passe et on parle que des fois la personne doit aller 7 voire 9 fois faire le tour de ce cercle. Parce que, si vous voulez, il y a la personne d'abord où on met un lien de confiance et puis après, on commence à créer des tensions, à rabaisser l'autre, sans forcément aller dans les abus sexuels. Et puis après, il y a la violence qui est là, psychologique, physique, soit l'un, soit l'autre. Et puis, au moment où la personne a envie de partir, où on sent la personne qui abuse est en train de partir, ben, on va revenir tout gentil. On appelle ça la résurgence amoureuse. Ah, mais non, mais je l'aime, c'est mon mari, c'est mon conjoint, et puis mais non, mais il a reconnu. Puis après, pof, et on repart. Et on refait un tour. Et ça peut durer des années. Et ça peut durer des années. Comme toute ça. Une vie même. Tout à fait. Il y a aussi un aspect abusif, c'est le fait quand on essaye... Enfin, il y a des personnes qui sont éloignées de leur famille. Ça aussi, sans qu'on s'en rende compte, comme ça, petit à petit, on est isolé des autres. Le schéma classique de celui qui abuse. On va essayer de donner quand même une note d'espoir à tout ça. Il y a quand même... Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Alors, avant de parler... Est-ce qu'on peut s'en sortir et comment Il y a un abus que j'aimerais parler. Oui. C'est l'abus spirituel. Oui, pardon. Il n'y a pas de souci. Parce que ça, dans les églises, on a peut-être de la peine à l'entendre, que l'abus spirituel, ça peut exister. Mais j'ai été regarder un petit peu qu'est-ce qu'on entend par abus spirituel. Et sur le site internet chrétien lifestyle.com, ils donnent une définition et il y a une étude qui a été faite par le service consultatif américain de la protection de l'enfance en janvier 2018, donc c'est pas vieux. Toutes les personnes qui ont été interrogées, le 2/3 de ces personnes ont reconnu qu'elles avaient été abusées spirituellement. C'est énorme. Ça veut dire quoi, abuser spirituellement? Alors, abuser spirituellement, c'est quand on contraint une personne à faire quelque chose, qu'on contrôle la personne, qu'on manipule, qu'on culpabilise. Un discours culpabilisant, mais si tu fais pas ça, il va t'arriver ça. Et on peut l'amener dans le spirituel, mais si t'es pas, Dieu va t'en vouloir ou Dieu. Beaucoup on dit ça aux enfants. Jésus va être triste si tu fais pas ça, ou si tu fais ça. Mais ça, c'est de l'abus spirituel. Je suis d'accord. Oui. Tout à fait. C'est la culpabilité. Tout à fait. Et ça, c'est donc. Donc je sais que ça peut choquer certains parce qu'il y en a qui. C'est quelque chose qui est très courant. Mais oui. On dit souvent aux petits enfants. Mais quelle image on donne de Jésus? Et après, je peux vous dire qu'en thérapie, on a des personnes où on doit les aider à redécouvrir qui est Jésus-Christ, qui est ce Dieu Père qui est aimant. Il y en a beaucoup dans l'Église, je pense, oui. Oui, on peut avoir de l'abus spirituel autant dans le côté charismatique que dans le côté légaliste. Tu ne dois pas faire ça. Tu dois pas. C'est souvent comme hyper culpabilisant. Le pire, c'est que c'est souvent comme ça qu'on voit la religion, de l'extérieur. Ouais. Les gens nous disent, ah oui, c'est une liste de choses qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. L'abus spirituel, c'est aussi quand Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, ça c'est un abus spirituel tout de suite, parce que ça veut dire quoi? Dieu te parle, donc on donne une autorité à l'autre. Et excusez-moi, mais le pasteur, il a un rôle important et les personnes lui donnent un statut qui lui donne la possibilité d'abuser spirituellement. Tout à fait. Les membres d'église. Alors comment on se sort de tout cela? Parce que c'est quand même l'objectif de tout ça, c'est d'en s'en sortir. Comment est-ce qu'on fait?
Il n'y a pas de méthode miracle, on est d'accord, mais est-ce qu'on a des outils pour... Alors, déjà, quand on voit une personne, ou quand on est spectateur d'une personne, on se dit qu'elle est abusive, ou elle rentre dans un cercle abusif, je parle spirituel, on peut aller au centre intercantonal des croyances, qui est un centre qui est très très bien pour aider les familles. Et ils ne vont pas prendre position pour l'un ou pour l'autre, ils arrivent vraiment à être neutres avec toutes les parties. Après, alors, au niveau des autres abus, c'est important d'aller chercher de l'aide. S'il y a de la violence conjugale ou familiale, c'est important, que ce soit psychologique ou physique, d'aller mettre des mains courantes à la police. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je conseille, c'est dès qu'il y a quelque chose où on sent danger, et puis on va aller mettre une main courante. Comme ça, il y a au moins déjà une trace. Ça suffit ? Pour la suite, oui. Ça ne va pas condamner Ça ne va pas condamner. Juste une main courante, on ne va pas plus loin. Après, voilà, par rapport aux personnes qui sont violentées, ou même psychologiquement, c'est à un moment donné, c'est aller porter plainte. Mais c'est la personne qui est abusée qui doit aller porter plainte. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. C'est pour ça qu'il y a des associations qui existent. Moi, quand j'ai des personnes qui viennent à Horizon Neuf et qui sont des conjoints qui ont été abusés, qui vivent dans quelque chose, dans un emprisonnement, moi je les invite à aller voir une association. Alors à Genève, il y a la SOS Femmes qui existe, il y a l'association Avec. Alors ils font aussi les hommes et les femmes, mais c'est plus spécialisé pour les femmes. Et puis l'association Pharos pour les hommes. Et à ce moment-là, il y a l'accompagnement que nous on leur apporte au niveau d'Horizon Neuf et un deuxième son de cloche. Qui bien souvent ça revient. Mais c'est important parce que là-bas, c'est des psychothérapeutes, des psychologues qui sont spécialisés. Donc pour moi, je n'accompagnerai pas tout seul une personne qui est abusée. Donc c'est aller chercher de l'aide, sortir de ce côté abusif. Maintenant, ce qui est important, c'est poser des limites. De nouveau, quand je me laisse abuser, c'est que je ne pose pas de limites. Alors après, je peux poser des limites, mais ça va amplifier peut-être la problématique. Donc, avant de mettre tout ça en place, c'est d'abord préparer tous les arrières. Préparer le fait que je vais devoir quitter le lieu qui abuse de moi. Ça, pour les personnes, c'est souvent difficile. Pour les églises, c'est difficile. Moi, j'ai entendu des pasteurs qui disaient à des femmes, mais vous devez rester, vous êtes mariés, vous devez rester auprès de votre mari. Parce que vous êtes mariés pour le meilleur ou le pire, etc. Et Dieu ne veut pas le divorce. Non, au moment où est-ce qu'il n'y a pas le respect, là, c'est sujet de partir. C'est difficile pour les femmes qui ont des enfants, qui souvent sont, comme tu dis, isolées du reste de la famille ou des amis, ou souvent qui n'ont pas aussi de ressources financières peut-être. Ouais. C'est des situations. L'aspect financier, c'est énorme ce que ça fait, parce qu'automatiquement, ça va être un élément qui va nous empêcher de partir. Bien sûr. Donc c'est très important ce que tu dis, assurer ses arrières, préparer tout le contexte autour. Avant ensuite, de mettre en action. Là. D'accord. Et ensuite, aller porter plainte. Tout à fait. Comment est-ce qu'on reconnaît, très rapidement, comment est-ce qu'on peut justifier un abus psychologique? Parce que autant physique, sexuel, on peut le constater visuellement, souvent. Enfin, en tout cas, sexuel, physique, encore ça peut... Mais psychologique? Alors, pour moi, au moment où est-ce que c'est psychologique, on va aider la personne à oser s'affirmer, oser mettre ses limites. Et quand elle va commencer à mettre ses limites, ça va amplifier l'abus, la dénégation. Et à ce moment-là, c'est de nouveau aller dans des associations spécialisées, ça c'est hyper important. Et puis, aller à la police pour mettre une main courante. La police, ils ont des personnes qui sont spécialisées aussi pour accueillir. Au niveau des abus, au niveau des enfants, pas abus sexuels ou à caractère sexuel pour les enfants, là c'est hyper important que ce soit les parents qui aillent porter plainte. J'avais suivi une journée de formation avec une pastorale à Genève, au niveau des églises évangéliques, où quand dans un camp, on peut peut-être se douter de quelque chose, on doit être très vigilant
de ce qu'on va dire. Déjà, c'est pas n'importe qui va le faire, c'est le responsable du camp qui ensuite va en parler au pasteur, et c'est le pasteur qui prend contact, ou le responsable de l'église qui va prendre contact avec les parents pour dire, attendez, là, votre enfant, il y a quelque chose qui se passe. Parce que l'enfant, il n'est pas forcément abusé par les parents, hein, il peut être abusé par d'autres personnes autres. Et à ce moment-là, c'est les parents qui doivent faire quelque chose. Et là, si les parents ne font rien, là, le pasteur peut aller auprès de la police. Mais là, de nouveau, il y a des associations qui existent. Et puis, ce que j'ai envie d'inviter, alors, toutes les églises, c'est d'avoir des affiches dans les halls d'église où il y a les numéros pour les enfants, violences conjugales et autres. Et ça, c'est hyper important. Donc, si on résume, si c'est des enfants, c'est des personnes mineures, c'est aux parents, enfin, aux responsables légaux d'aller dénoncer, porter plainte. D'accord. Et si c'est un adulte, enfin, en tout cas un majeur, il faut qu'elle aille porter plainte en ayant assuré le contexte dans lequel il pourra partir et quitter cette situation. Dans tous les cas, on n'y arrive pas seul. Non. Il faut soit une association, soit des professionnels qui derrière vont aider à... Parce qu'on comprend bien que celui qui abuse, il n'est pas psychologiquement stable et il a besoin d'aide, mais la personne qui a abusé, pour ne pas retomber, parce que souvent ça arrive aussi qu'il retombe dans un autre système d'abus, il faut aussi qu'elle se fasse elle a besoin de faire un travail sur elle-même pour ne pas retomber. Parce qu'une personne qui ne va pas faire un travail dessus, elle va retomber dedans. On aura peut-être l'occasion de parler de ce sujet lors d'une autre émission qui est un élément important. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est quelque chose qui doit être géré par le pénal ou par des personnes. Donc ça veut dire que ce n'est pas à l'Église de gérer. Quand il y a des abus ou quand un enfant dit quelque chose, c'est important. Les questions qui vont être posées sont importantes parce qu'il ne faut pas que ça induise quelque chose. Notamment, j'ai entendu une personne qui nous donnait un cours qui disait, il y a un enfant qui disait par rapport à son... le moniteur, il a touché mon zizi. Alors tout de suite, on est là, mais qu'est-ce qui se passe? Puis en parlant avec l'enfant, donc c'était des personnes professionnelles qui ont parlé avec l'enfant, total, c'était un enfant d'un pays autre que le nôtre, et puis le mot zizi n'a pas du tout la même connotation que chez nous. Et puis c'était son nounours qui l'avait appelé zizi. Vous voyez les impératifs, les choses difficiles. Donc c'est hyper important, si on a des doutes, s'il y a quelque chose, qu'on soit attentif, mais qu'on aille auprès de professionnels qui savent faire les choses. Merci beaucoup Alain d'avoir traité ce sujet si délicat. Qu'ajouter de plus après tout ce qui a été dit sur ce sujet si délicat et si sérieux, si ce n'est que les numéros d'urgence s'affichent en bas de votre écran. Si vous êtes en situation d'abus, vous pouvez les utiliser pour chercher de l'aide auprès d'associations. Si vous êtes témoin de situations d'abus, n'hésitez pas aussi à les appeler pour peut-être avoir des conseils dans votre cas particulier. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Famille sans tabou. D'ici là, portez-vous bien.